Il y avait un stagiaire, un prestat moldave pour créer le site e-commerce d'Hermès France. On se débrouillait, on faisait tout, on faisait des images sur Photoshop. Moi j'avais le serveur sous mon bureau, on faisait tout nous-mêmes et c'était vraiment du bricolage. Bonjour à tous, bienvenue dans One Shot, un nouvel épisode où on va pouvoir parler de tech, de produits, d'IA, d'actualité. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir recevoir Guillaume Bance, figure quand même assez importante du produit. Ça fait quand même maintenant 20 ans que tu es là-dedans. T'es passé par différentes boîtes, t'es passé par les médias, t'es passé par des e-commerce, Louis Vuitton, Prisma, Accor, j'en passe, et aujourd'hui directeur produit au Parisien. Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Je suis ravi d'être là aussi. Eh ben, ravi que tu aies pu enfin te libérer, qu'on ait pu trouver un créneau. On a galéré, mais je pense que ça va valoir le coup. Je pense que tu vas pouvoir apporter pas mal de valeur à tous les auditeurs et tous les personnes qui vont nous voir sur le format YouTube aussi. Une question qu'on se pose forcément quand on interviewe quelqu'un, c'est qui est cette personne ? Parce qu'on se connaît quand même depuis un petit moment maintenant, mais dans les faits, c'est qui Guillaume ? Qui suis-je ? Guillaume, 42 ans, 20 ans d'XP dans les produits numériques au global, 10 dans la tech, avec des rôles en commençant développeur full stack, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de front, de back et de tout ça, à responsable d'équipe e-commerce aux Galeries Lafayette. Donc ça, c'était mon parcours très réduit dans la tech. Okay. Et 10 ans côté gestion d'équipe numérique, gestion d'équipe produit, d'équipe design, d'équipe tech en management. Donc là, dans les médias, médias, e-commerce, avec un gros penchant dans les médias. Et aujourd'hui, directeur produit au Parisien, où je manage les équipes produits et les équipes design. Très cool. Globalement, une belle carrière. Ouais, une super carrière. T'es fier de ce que t'as fait ? Ouais, quand je me remémore le parcours et les différentes étapes, je pense qu'il y a 20 ans, j'envisageais absolument pas ce que j'ai fait. Et je me suis laissé porter un peu par le vent, par l'évolution du web et par les rencontres. Pourtant, tu as fait des études en génie informatique et maths, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Donc un cerveau scientifique. Exactement. Le produit, c'est de la science ou pas ? Oui, c'est un assemblage de plein de choses. Si on revient à ce que disait David la mixologie sur l'épisode 1, la mixologie, non ? Yes. Ouais, produit, on est un peu au milieu de tout. Donc, il y a des maths sur toute la partie OKR, les chiffres, les stats, le suivi de KPI. Il y a un peu de maths, donc des fois j'aime bien me replonger dans les formules. Ouais, on y repassera très probablement parce que dans cet épisode-là, on peut parler effectivement de vision, de transmission, de leadership. Tu as parlé du fait qu'effectivement, ça fait 20 ans que tu es là-dedans, mais il y a 20 ans, on ne parlait pas du produit. Il y a 20 ans, tout le monde s'en foutait complètement. On se parlait de chefferie de projet, on se parlait peut-être d'autres choses. Je sais pas, moi, il y a 20 ans, je ne travaillais pas encore. Donc, je suis complètement matrixé par le produit aujourd'hui, mais c'était comment, véritablement, il y a 20 ans ? Ah, c'était presque du bricolage. Hein. C'était presque du. Moi, pour te donner une petite idée, mon stage de fin d'études, c'était de créer le site e-commerce d'Hermès. Sympa, stylé. Sympa. Et j'étais en agence web, okay. Donc j'étais stagiaire et on était deux. Et l'autre, c'était un Sergueï, un prestat moldave. Et donc il y avait un stagiaire, un prestat moldave pour créer le site e-commerce d'Hermès France, qui n'existait pas à l'époque. Et résultat, en fait, il y avait rien de formalisé. On avait à peine la doc des moyens de paiement et des trucs de logistique. Et on se débrouillait, on faisait tout. On faisait les images sur Photoshop. On s'occupait. Moi, j'avais le serveur sous mon bureau, le serveur de test. Enfin, on configurait le serveur. On faisait tout nous-mêmes. Et c'était vraiment du bricolage. Mais voilà, c'était la magie du moment. C'est qu'à l'époque, tout ce qu'on faisait marchait. Parce qu'on écrivait sur une page blanche. Et de faire le premier site e-commerce d'Hermès, en fait, naturellement, marque connue, les gens viennent naturellement sur la plateforme. Et donc, les ventes marchent et ça fonctionne quasi aussitôt, quoi. Okay. Et donc, c'est hyper satisfaisant de faire quelque chose et de voir un impact immédiat, quoi. Tu le retrouves moins aujourd'hui ? Oui, on retrouve moins parce que on est sur des choses qui sont beaucoup plus matures. Ouais, okay. Et donc, les changements qu'il y a à faire ont beaucoup moins d'impact. Et en fait, le fait de construire des produits numériques au moment où les usages numériques
débute presque, parce que moi, c'est 2005. Ok. Donc 2005, c'est tout début, il n'y a pas encore les smartphones. Pas encore Apple. Voilà, donc, Enfin, si, mais pas vraiment. bah, voilà, et donc du coup, c'est même, enfin, c'est de se construire et de se construire sur des trucs, sur un usage en croissance. C'est hyper satisfaisant parce que tu as l'impression d'avoir un impact de fou. Parce que dès que tu fais un dev, bah, tu as Ouais, l'impact qui est t'as un immédiat. résultat direct. Et en plus, contrairement à aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'étapes entre le dev et ça arrive en prod. Moi, je me rappelle de quand j'étais en startup chez Ventunique, où je synchronisais ma machine avec la prod pour faire les MEP. Et donc, ce qui est une hérésie aujourd'hui, on ne fera plus ça. La prod, c'était toi. C'est ça. Non, mais j'avais un rôle notamment chez Ventunique où je gérais les commandes de PC, la ligne internet de l'immeuble, le dev du back-office, du front, je faisais tout. Ok, t'étais l'équivalent de l'IT guy. Celui C'est ça. qui gère tout, on sait pas vraiment ce qu'il fait, C'est mais ça. il est là et quand t'as besoin de lui, il gère. Et puis, de toute façon, oui, sur un e-commerçant, t'as pas le choix. Ok. Je capte. C'était mieux avant ou pas, finalement? Bah, en fait, moi j'ai envie de dire oui, parce que c'est mes meilleures années. Je pense, c'est les années où en fait tu fais des trucs de fou. Enfin, moi je me rappelle quand j'arrive chez Ventunique ou aux Galeries Lafayette, tu arrives dans une boîte où ça fait quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et en 2-3 ans, ça passe à 50. Oh. Et de passer des steps comme ça, je pense que c'est hyper satisfaisant, surtout quand t'es pas nombreux, donc tu as vraiment l'impression d'avoir puis c'est pas qu'une impression, je pense, d'avoir un vrai rôle dans cette réussite-là, quoi. Et ça, c'est hyper valorisant, quoi. Ouais, je comprends. Effectivement, t'as été vraiment sur le terrain et je fais un parallèle avec le basket que t'aimes beaucoup, mais t'es passé du coup, de ce que je comprends, du terrain peut-être même à l'organisation, au coaching, C'est ça. à d'autres métiers, in fine, Ouais. en grandissant dans le monde du produit au fur et à mesure que tu as Exactement. avancé. Je pense que la bascule, elle a lieu aux Galeries Lafayette. Ok. Elle a lieu là-bas parce qu'au final, moi, j'arrive pour faire une refonte e-commerce d'un truc où c'était vraiment la préhistoire quand j'arrive. Ok. Et on refait tout de zéro en un an avec des agences et tout, et donc avec des moyens. Et c'est ça, c'est aussi le gros avantage d'être dans une boîte comme ça, c'est qu'il y avait des moyens. Et au bout d'un an, on décide d'internaliser l'équipe de dev. Ok. Et là, moi, je fais, moi, Bold je suis chaud. move. moi, je veux bien. Let's go. Et donc, je recrute toute l'équipe. Je mets Stylé. en place les process, Ok. l'agilité. Ok. Faire de l'agilité au Galeries Lafayette en 2012, c'était pas gagné. Et en fait, on avait un terrain de jeu où on faisait ce qu'on voulait. Mais Ouais, et vraiment. puis c'était pas si démocratisé que ça, Non, l'agilité à ce moment-là. Et puis surtout dans une boîte comme les Galeries, qui est du retail. Donc le retail, Ouais, c'est pas une boîte retail tech de égale base. projet. Ouais. Enfin, Ok. et donc la boîte était structurée comme ça. Et donc nous, on était un peu à part. Et au début, on faisait un peu tout ce qu'on voulait dans notre coin. Et donc on avait un terrain de jeu qui était magnifique. Parce que, avec du budget, je peux recruter toute une équipe, mettre en place les process que je veux. Enfin, c'était. Et puis on a pris le manuel de Scrum avec. Il faut un Scrum Master, il faut une équipe Pizza Team, il faut un QA automaticien. Et du coup, on montait les trucs et on avait vraiment les moyens de monter l'équipe un peu comme on voulait, quoi. Ok. T'as retrouvé ça un peu par la suite ou pas du tout? Moins, parce qu'après, je suis parti dans les médias, chez Ouais. Prisma. Prisma, ouais. Et les médias, du coup, modèle économique beaucoup plus complexe parce que moi, j'arrive chez Prisma en 2015. Donc, il y a déjà une baisse structurelle de la vente de papier, de magazines, et une hausse du digital. Sauf que l'équilibre, il est très compliqué à trouver. Il y avait des gros volumes de chiffre d'affaires faits sur le print et un digital qui était émergent, qui fonctionnait bien, qui a eu une croissance à deux chiffres pendant des années. Qui fait l'améliorer à deux Mais fois. on n'était pas suffisamment rentable pour compenser la perte du print. Ok. Et donc, du coup, c'est pas du tout open bar sur les budgets dans les médias, et je pense que je le vis encore aujourd'hui. C'est vraiment de se dire comment on arrive à avoir un impact fort avec des moyens réduits. Et donc, ce qui aide du coup grandement à Rationaliser, faire du less is more, faire en sorte que tout ce que tu crées ait une vraie valeur, un véritable Exactement. enjeu pour les utilisateurs, j'imagine. Ouais. Ok. Exactement, donc il y a un vrai impact de la priorisation, et d'autant plus chez Prisma où il y avait une quinzaine de marques, je pense, sur le digital, et on devait prioriser des marques par rapport à d'autres. Ok.
Et donc, c'est encore plus compliqué de Donc, se dire... concurrence interne concurrence interne. Et puis, Ok. du coup, moi, j'étais en plein milieu de tout ça. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. On en parlait un peu avant, c'est de se dire aussi l'influence interne, comment se positionner par rapport aux marques, à la régie pub, à l'IT. C'était assez d'apprendre comment apprendre à jongler avec toutes ces parties prenantes-là dans une boîte qui est quand même une grosse boîte, Prisma. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Ouais. Ok. Après ça, t'arrives chez Bazar Chic en 2022. Où là, t'arrives avec quelle responsabilité? Avec elle Quelle responsabilité, pardon? Directeur digital, donc en charge de produits, IT et design. Ok. Comment on va dire ça? Expérience, peut-être la seule erreur de parcours. Erreur de parcours, ok, pourquoi? Ouais. J'arrive dans un contexte où Bazar Chic a surperformé, je pense, pendant 2 ans, Covid. Et donc les e-commerçants surperforment un peu. Et donc ils me recrutent dans ce cadre-là. Et j'arrive donc quasiment 6 mois après mon recrutement. Voilà, Ok. je ne sais plus exactement le timeline. Et en fait, quand j'arrive, c'est déjà la surperformance s'est déjà arrêtée depuis quelques mois. Ok. Et donc un peu tout ce qu'on m'avait vendu comme moyen pour faire changer les choses, Finalement, on n'a pas pu on être dit, bon, au vis-à-vis final, on peut pas. Je le comprends, hein, parce que du coup, je comprends bien que au niveau économique, c'est compliqué. Mais du coup, j'arrive dans une boîte qui est dont le modèle est à bout de souffle. Ok. Et ils n'ont pas, franchement, de perspective pour changer. Et donc, je me rends compte rapidement que je ne vais pas pouvoir faire de la magie, que je ne vais pas avoir les moyens de faire quelque chose. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, Limite du produit versus opérationnel business. en fait, produit, je pense que c'était un concept très, très lointain pour eux. Ok. Ils voulaient un directeur projet qui structure, qui réduise les coûts et qui... Voilà. Ils voulaient pas... Je pense qu'ils avaient du mal à se projeter sur une vision à moyen terme et que du coup, une vision, ça répond à une stratégie. Ouais. Et la stratégie, c'était de limiter la casse. Ok, ouais, je comprends. Donc après, t'as aussi effectivement des rôles où parfois c'est un besoin et tu Après, dois arriver pour ça parce que tu dois ouais. restructurer ou tenter de restructurer un truc qui est en train de s'effondrer. J'étais peut-être pas aussi la bonne personne pour ce poste-là. Je pense que des fois, il faut admettre aussi que voilà, tous les contextes ne sont pas bons pour tout le monde. Et que t'as pas forcément réussi. Peut-être que celui-ci n'était pas fait pour moi. Ouais, c'est clair. Voilà. Ok. C'était une étape, mais c'est une étape où je me suis beaucoup posé de questions parce qu'au bout d'un moment, en fait, même si ça n'a pas duré très longtemps, je pense que la remise en question sur savoir toi comment t'aurais pu faire différemment, comment t'aurais pu... je me suis énormément posé de questions à ces moments-là. Et du coup, ça m'a amené à me poser des questions de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ouais, c'est clair. Et c'est comme ça que tu as rebondi du coup et que tu es passé même de changement de statut, parce qu'avant ça, tu étais effectivement recruté dans les boîtes en tant qu'interne. Et par la suite, si je dis pas de bêtises, c'est là que tu as commencé à entamer cette nouvelle carrière de freelance, de consultant externe, etc. Alors, freelance, c'est plus un accident qu'autre chose. Ah ouais, ok. En fait, je passe en entretien chez Accor. Ok. En disant clairement à la personne avec qui je discute, franchement, c'est pas pour moi, freelance. Moi, j'ai toujours été en CDI, je vois pas l'intérêt aujourd'hui de passer en freelance. Et il me dit, ouais, mais va voir Gabriel Zanto, il est sympa, machin, tu vas kiffer et tout. Et donc, je lui dis, bon, ok, vas-y, ça coûte rien d'aller voir. Et puis, donc, je fais 1 heure d'entretien avec Gabriel, et à la fin de l'entretien, il me dit, c'est bon. C'est toi, c'est toi que je veux. Et moi, je lui dis, en fait, non. Moi, j'ai pas besoin. J'ai besoin de plus que ça pour changer de vie. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, j'ai rencontré Rémi, Lacmèche, Carole, pour me faire une idée un peu plus. Et puis, en fait, je me dis, en fait, si je le fais pas maintenant, je le fais jamais. Donc, je monte ma structure, mais facile, du coup, parce que j'ai une mission. Ouais, c'est clair. Donc, je lance ma structure et je commence chez Accor. Et en fait, j'ai pas eu l'impression d'être vraiment externe. Chez Accor, en fait, il y a beaucoup d'externes. Et donc, du coup, ils sont
bien considérés, ils sont vraiment embarqués dans toute la vie. Ouais, t'as pas de delta, c'est voilà, y a pas externe, de... interne, c'est la même team pour les mêmes projets, quoi. Et donc, du coup, le changement de statut, je l'ai pas trop ressenti. C'est plus une modalité, in fine, qu'autre chose. C'est ça, c'était un mode contractuel qui était Ouais. différent. Après, évidemment, peut-être qu'on se sent un chouï moins inclus parce que, parce que on sait que ça peut s'arrêter un peu à tout moment. Mais moi, du coup, je pense que j'y ai mis à peu près les mêmes. J'ai donné un peu ma personne, pareil que si ça avait été un CDI, je pense. Ok. Voilà, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et voilà, donc encore super expérience parce que moi, j'arrive pour reprendre l'équipe de Gabriel Zanto quand lui est promu à tout et qui récupère tout l'e-commerce. Et donc, j'hérite de toute l'équipe appli mobile côté produit et une équipe du coup très bien structurée avec vraiment des gens une équipe top. Et donc une boîte avec aussi du coup pour le coup beaucoup de moyens. Ok. Et donc ce qui est cool chez Accor, c'est que il y a une personne derrière chaque poste, des product ops, des PMM, des scrum, donc il y a tout. Donc tout ce qui revient au produit quand il y a personne Et là. est là. Et donc du coup on peut vraiment se concentrer sur la fonction. Et ce qui est vraiment cool. Après, donc, il y a beaucoup de stakeholders, il y a beaucoup de monde, il y a plein de trucs à gérer. Mais le bon côté des choses, c'est il y avait un terrain de jeu aussi, là, donc j'aime bien le terrain de jeu, qui était vraiment intéressant parce que équipe très structurée, un niveau de delivery assez ouf. Ok. Une usine logicielle, je dirais, qui était vraiment très bien faite. Et donc, du coup, avec des gens bons. C'était vraiment un plaisir je suis resté 1 an et demi d'évoluer dans ce contexte-là parce que tu rencontres des gens super et tu es vraiment dans une boîte énorme et tu peux vraiment faire ce qui est le cœur de ton métier, quoi. Ok. La mission Accor s'arrête. Ouais. Tu fais un petit épisode où tu passes chez LV. Ouais. Et rapidement, on te fait une offre que tu peux pas refuser. Ouais, et puis en même temps, le passage chez Vuitton, donc, où j'ai un rôle de consultant, Ok. donc consultant pur. Et là, donc ça, pour moi, limite la première fois où je suis vraiment consultant. Donc j'arrive avec mon petit cartable le matin. Coucou, c'est moi. Et je fais des slides, des recos, des ateliers, machin. Des audits, machin. Et là, je me dis, en fait, ça, je sais le faire. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça All day long. toute ma vie Et je pense que rapidement, je me suis dit, en fait, moi, je suis fait pour avoir des collègues, déjà. Aider, transformer sur le long terme. Être impliqué dans un process, dans une évolution, dans la stratégie, tout ça, c'est quelque chose qui... Et donc, rapidement, quand je reviens en métro chez moi le soir, je me dis, en fait, est-ce que je vais faire ça Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Clairement non, même si ça s'est bien passé chez Vuitton. J'ai fait une mission, j'en ai obtenu une autre quand j'étais en interne. Je faisais des choses intéressantes. Je commençais à faire mes premières armes de coaching, voilà. Et donc c'était intéressant. Mais je me suis dit, en fait, moi j'ai envie de m'inscrire peut-être un peu plus dans les organisations, un peu plus dans des équipes. Et le Parisien arrive sur la table et comme une évidence. Pour moi, où je me dis, ah ouais, en fait, les médias, j'avais kiffé. Premier amour. Je rejoins Sam Ramachandra, qui est la CTO, que j'ai déjà croisé aux galeries. J'ai plein de consultants qui sont là-bas que je connais. J'ai un écosystème dans les médias que je connais. Et en fait, j'entends parler ce poste. Ok. Et du coup, je me positionne rapidement. Et en fait, dès le début, je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire. Dès le premier entretien, je me dis, la taille de la boîte, le rôle, le domaine, la taille d'équipe. Putain, je me dis, ça va être un truc... c'est un environnement qui correspond bien. Voilà, c'est pas trop la trop grosse boîte, c'est pas... Et puis, les médias, c'est un terrain de jeu, encore un terrain de jeu, je veux le dire plein de fois. C'est formidable.
Ça me surprend parce qu'effectivement, alors moi, j'ai connu les médias où effectivement mon père lisait les journaux, allait les chercher le matin en kiosque, tous les matins, il allait choper lui l'équipe. Hum. Moi, j'ai grandi avec ça. Aujourd'hui, ma consommation de médias ne se fait quasi que par les réseaux sociaux. Ouais. Mais du coup, ça veut dire quoi concrètement de faire du produit à l'époque où les réseaux sociaux sont quasi dominants partout? Bah, en fait, le travers des réseaux sociaux, c'est l'algorithme. Ok. Et en gros, il va te présenter aussi, je pense, principalement des sujets qui t'intéressent et qui te font rester et qui te font consommer. Et je pense qu'il y a dans la mission première des médias, et notamment dans les médias d'information comme Le Parisien, c'est vraiment aussi de t'exposer à des sujets Qui sont pas forcément les tiens. qui sont pas forcément les tiens, mais Ok. qui sont importants. Et c'est là où je pense que ça reste un rôle important des médias un peu traditionnels et qu'il faut pas oublier, c'est ça. C'est l'information. C'est l'information et c'est pas uniquement l'attention. Bien vu, Qui bien dit. est- Ok, très différent. Ouais. Et je pense que c'est ça. Et en fait, là où c'est intéressant de bosser dans les médias, c'est que tu as le cœur de ce qu'on fait, ça va être le contenu. Ok. C'est et en fait, le produit, tu vas bosser sur l'expérience autour du contenu. Ok. Et c'est là où c'est intéressant dans un rôle produit, c'est que tu as, un terrain qui est vraiment intéressant dans lequel il est intéressant de manœuvrer parce que autour de ce contenu, tu vas te dire qui sont mes utilisateurs, comment ils consomment, comment je peux les aider à aller plus vite, à aller plus loin, à les intéresser plus. Enfin, et en fait, tu as du texte, tu as de l'audio, tu as de la vidéo, tu as un écosystème avec les réseaux sociaux, avec Google. Enfin, et donc tu as une multitude de sujets qui est top. Qui est top parce que tu vas bosser sur des problématiques très différentes. Ouais, tu bosses sur le sujet à 360. Du coup, Ouais. ton produit n'est plus uniquement soit un site web, soit une app. Ouais. Mais tu as la logique de consommation à 360 sur tous les canaux de communication qui peuvent être les vôtres, in fine. Ouais, c'est ça. Et puis tu dois répondre à tous les besoins. Tu dois répondre aux besoins de l'utilisateur qui est habitué à aller tous les jours sur le site en direct, à celui qui arrive par Discover, à celui qui va fonctionner avec les newsletters, qui va fonctionner en audio, avec les podcasts, avec la vidéo. Et en fait, ça découle de plein de problématiques différentes. Et du coup, comment tu fais pour prioriser tout ça? Parce que forcément, tu as envie d'aller partout, C'est ça. mais tu sais que si tu vas partout, tu nulle part. C'est ça. Comment tu fais pour être vraiment efficace et pour se dire que c'est un produit qui va quand même convertir, fonctionner, attirer, être pertinent aussi? Parce que tu n'as pas que la question de mise sur le marché, mais tu as aussi la question de la consommation. Est-ce que finalement, elle te convient quand tu l'as? Tu as suivi de KPI de base. Ok. De surveiller l'usage, basiquement. Ouais. Après, tu vas avoir... pour la priorisation, ça va être un calcul de l'impact. Au maximum, de se dire comment j'évalue et l'impact que ça va avoir. Donc, comment je fais de la recherche discovery, de la recherche un peu utilisateur, comment je vais avoir de la donnée quali, de la donnée analytics, des A/B tests. Et donc, on a un peu toute la palette des outils pour prendre les meilleures décisions. Après, et aussi de se dire comment je prends l'ensemble de la cartographie des demandes en interne, parce qu'il y a des demandes, il y a des stakeholders, et des besoins des utilisateurs, et comment je trace une feuille de route cohérente avec tout ça. Et donc ça, c'est là où est mon rôle principal, c'est de se dire, j'ai la stratégie de la boîte, Ok. j'ai les besoins utilisateurs, donc la stratégie et les besoins, je vais construire une vision qui répond à cette stratégie. Et derrière, je vais avoir des OKR. Et en fait, vision OKR, normalement, T'arrives à t'en sortir. tu arrives à t'en sortir sur quels sont... et en fait, j'ai l'impression que c'est pas... Bon, après, j'ai fait que 2-3 exercices de priorisation depuis que je suis arrivé. Mais les sujets sont... Naturellement, on arrive à dégager les sujets importants, quoi. Ok. Déjà on est tenu par l'actualité. Donc, on va se prendre un peu ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France. Donc, et on va voir un peu les grands événements qui sont prévus.
déjà. Les présidentielles, les municipales, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, les gros événements comme ça. On va les mettre dans une timeline. Comment on peut nous se positionner? C'est ça où c'est intéressant. Moi, c'est la première fois que je vis. On prépare les municipales 2026, là, par exemple. Ok. C'est la première fois que je vis ça, parce que j'ai jamais été dans un média d'actualité. Et c'est hyper intéressant. C'est-à-dire comment on se positionne au niveau édito, comment on se positionne au niveau SEO, comment on prépare le froid pour être bon quand il y aura le chaud. C'est vraiment... j'ai pas encore vécu, j'ai pas vécu les JO, j'ai pas vécu... Moi, j'ai un peu hâte des gros événements qui vont arriver gros événements pour savoir à quelle sauce tu vas te manger. Ouais, mais c'est un peu, toi, de se dire, c'est comme quand tu fais ton premier jour des soldes en e-commerce. C'est les jours qu'il faut pas rater. C'est clair. Mais c'est ça qui est marrant. C'est ces jours-là où tu dis, en fait, c'est les jours où tu fais des charrettes un peu le soir ou le matin. Ou ça, et c'est les moments sympas. En fait, c'est les moments dont tu te rappelles, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, comment vous faites pour activer le produit pour qu'il réagisse suffisamment vite par rapport à de l'information qui est instantanée? Parce que ton produit, c'est l'info. Ouais. L'info, tu la contrôles pas. Ouais. À l'instar de différents produits où tu peux contrôler tes sources de données, tu peux contrôler tes produits en tant que guillemets et ce que tu vas vendre. Ouais. Là, c'est beaucoup plus complexe. Tu dois réagir à chaque instant. Oui. Et comment vous le prévoyez, ça, sur la partie produit? Sur la partie produit, je pense que c'est un travail qui était déjà fait, notamment au niveau tech. Okay. Il faut que ça scale très rapidement et qu'on puisse encaisser des pics de trafic sans que ça déraille. Donc ça, je pense que c'est des questions qui se sont posées bien en amont. Les médias, il y a aussi il faut que ça performe pour ces moments-là, mais aussi pour toute la partie SEO. Parce que plus tu réponds vite, plus Google il crawl de pages. Et donc, il y a aussi cet aspect-là, cet aspect techno qui est intéressant dans les médias, c'est que tu vas avoir des gros pics non prévus. Et il faut qu'au niveau performance, ton site il soit ultra optimisé, quoi. Et donc ça, moi, c'est mon passé tech qui fait que c'est des sujets qui me parlent. Et donc, du coup, tu as aussi dans tes roadmaps toute la partie perf SEO. Qui doit être tout le temps alimenté. C'est quelque chose qui est bossé en permanence, qui est surveillé et qui est bossé en permanence. Très clair. Tu as parlé du fait que naturellement, tu as la roadmap qui est prévue par les stakeholders. Ouais. Tu as la roadmap qui est prévue par le Parisien en tant que tel, parce que du coup, tu as aussi l'obligation de créer un produit qui soit rentable, qui soit efficace pour le Parisien, pour ce que représente le Parisien. Ouais. En tant que Guillaume Bans, si tu devais rajouter un truc là-dedans, t'aimerais mettre quoi? Tu vois, quand tu te dissocies vraiment de tout ce qu'on te demande de faire, toi, t'arrives avec ta patte Guillaume Bans, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter sur le produit du Parisien? Sur le produit du Parisien ou dans l'écosystème de manière générale? Compliqué comme question. Compliqué comme question. Le truc où tu te dis, tiens, je pars peut-être de ce projet-là dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si j'ai fait ça, je suis au taquet. Je pense qu'il y a aujourd'hui le sujet chaud, comme partout, c'est l'IA. Ok. La situation est pareille et c'est super. Tu as tout plein de nouveaux outils qui arrivent et tout. Enfin, il faut surfer un peu sur cette vague-là, mais il y a aussi l'aspect aujourd'hui, l'IA, elle se base sur de la data. Qui n'est pas forcément vérifiée ou véridique. Exactement. Et puis elle se base aussi sur de la data des médias. Ok. Et en gros, ils vont crawler et faire apprendre leur modèle sur de la donnée qui a été produite, écrite par des médias qui ont du coup contribué financièrement pour produire tout ça. Okay. Et ils vont prendre gratuitement de la donnée qu'ils vont vendre. Ok. Et donc là, il y a quand même un petit souci. Donc là, je pense qu'on est dans un entre-deux où la négo entre... il y a certains médias qui sont plus avancés que d'autres, mais entre les médias et les différentes boîtes d'IA n'est pas encore vraiment faite. Oui, parce que finalement, ils font une concurrence quasi déloyale. Exactement.
Enfin, Et quasi, puis on voit arriver le truc de voyelles. très très loin en se disant, bah, en fait, aujourd'hui, on est ultra dépendant de Google sur C'est le clair. trafic. Demain, on se dit, bah, ça sera plus Google, ça sera l'IA. Bon, ça sera peut-être Google avec Gemini, et en fait, sauf que bah, je pense que les résultats de l'IA sans la donnée des médias, bah, ça sera pas la même chose, hein. C'est comme Google, si on enlève tous les médias français, c'était arrivé il y a quelques années sur une journée. Ils avaient cut J'ai pas vu. au moment des droits voisins, ça, il fallait mettre une balise pour dire que tu t'autorisais Google à crawler ton site. Et Ok. il y avait un petit truc technique à faire. Bon, on était un peu obligé de le faire. Mais ils avaient cut une journée. Et c'était ça- marrant de voir ça les a résultats, porté ça n'avait plus la même tête. Ça avait plus la même tête. Donc il y a un petit jeu, il va encore y avoir un jeu un peu du chat et de la souris. Nous, on a un peu la souris, mais de se dire aussi comment on arrive à rentabiliser ce modèle-là. Ok. C'est-à-dire que comment on arrive aussi, nous, à se dire bah, le contenu, il a de la valeur. In fine, il faut que quelqu'un réussisse à le payer. Il en faut plus, qu'on quoi, arrive sur ça. à trouver un arrangement sur ça. Et puis nous, il faut aussi qu'on arrive à embrasser ces nouvelles technologies pour, au niveau produit, proposer à nos utilisateurs Mhm. une expérience qui pourrait se rapprocher de ça aussi. Ok. C'est-à-dire de demain de pouvoir aller chercher dans le contenu du Parisien en promptant, de pouvoir aller fouiller un sujet. Je pense que c'est des sujets sur lesquels on va devoir répondre. Je ne sais pas encore exactement comment. C'est là où il faut réagir vite parce que le vent tourne rapidement. Tu ouvres hein. un sujet énorme parce qu'effectivement, si tu pars du principe que la donnée qui est récupérée est une donnée qui a été créée, ça veut dire qu'elle a coûté pour être créée. Exactement. Sauf que les modèles d'IA sont des modèles qui vont récupérer de manière gratuite. Donc, à partir du moment où toi, tu récupères ton dû, c'est-à-dire que tu vas finalement vendre cette information ou ce produit, quel qu'il soit, à une IA, toi, quand tu utilises cette IA, in fine, tu devrais potentiellement payer aussi Oui. pour pouvoir récupérer et Ouais. rendre en fait, à César ce qui est à César. Ouais. Quoi. Donc le sujet est complexe. Ouais, hyper vaste. Et donc, je comprends que vous soyez effectivement en négociation avec ces instances parce que sinon, tu es bloqué et potentiellement, tu perds ton Ouais. métier. Et puis là, on est un peu au moment du Far West de l'IA. Ouais, c'est clair. Les gens, ça part un peu dans tous les sens. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Tu as des trucs qui viennent te crawler de partout. Donc, il faut aussi avoir une maîtrise de qui vient chercher la donnée chez toi. Quoi. Ok. C'est rigolo parce que souvent, on a l'impression que tu dis c'est les médias qui contrôlent tout et en fait, tu te rends compte que les médias sont aussi impactés par tous les changements et que tu peux pas tout contrôler. Non. Demain, Google, il change son algo. Ça a été une catastrophe pour plein de types de boîtes avant. Enfin, il y a plein de sites qu'on allait consulter avant. On n'y va plus. Aujourd'hui, tu veux savoir, tu veux avoir la filmographie d'un acteur. Ouais. Tu vas sur Google. Ouais. Voilà. Avant, tu allais sur Allociné. Je pense qu'Allociné. Ah, c'est vrai. je pense C'est que vrai là, que tu vois, t'allais sur et Allociné, donc, ouais. il y a des changements comme ça où on est complètement interdépendant des GAFA, de Facebook, Google change leur algo, TikTok change son algo sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a un impact immédiat et monétaire sur des boîtes comme le Parisien. Quoi. Ok. On n'a pas parlé, mais aujourd'hui au Parisien, c'est une équipe de combien de people? Parce que du coup, ça correspond à quoi comme terme d'environnement? Les équipes Alors, que tu dois gérer Alors, sur l'équipe produit design, on est 15-16. Ok. Voilà. Il y a 6 squads. Séparés en 2 tribes. Une tribe sur la partie audience Ok. et une sur la partie conversion. Parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a toute la partie abonnement aussi. Naturellement, Ouais. tu as quand même un enjeu de rétention, de conversion et créer Exactement. un peu d'argent aussi. Ouais. Faut bien faire vivre ce monde-là. Ouais. Ça doit faire partie, j'imagine, de tes priorités en tant que CPO. Oui, clairement. Ok. Très clairement. Le mandat, c'est ça? Il y a 3 axes. Il y a l'audience avec donc le volume avec la monétisation, Ok. l'abonnement avec l'abonnement payant et la diversification. Donc, diversification, il y a les guides shopping, il y a la vidéo, il y a toutes ces choses-là, mais c'est principalement ces 3 axes-là. Ok. Et comment ça se passe par rapport aux concurrents? C'est quoi les mots d'ordre par rapport aux concurrents? Est-ce que les médias fonctionnent ensemble
Ouais, Ou est-ce que c'est beaucoup plus qu'on le l'un doit croit. détruire les autres? Non, je pense que beaucoup plus. On échange quand même beaucoup. Ok. Et d'ailleurs, j'ai été surpris. Je pense que chez Prisma, on participait moins à ces choses-là. Au Parisien, on est pas mal présent sur les événements avec des médias en France, en Europe, ça. Donc il y a pas mal d'échanges. Et moi, j'ai été surpris de ça. Du coup, j'ai été en contact avec déjà pas mal de monde depuis que je suis arrivé. Et donc je pense qu'on est un peu dans le même bateau. Donc après, il y en a qui sont Le Monde, l'équipe, ça, qui sont peut-être qui ont une position dominante sur leur marché, Ouais, c'est vrai, ok. qui sont peut-être qui fonctionnent un peu différemment, mais globalement, on est un peu tous dans la même barque du fait d'avoir, sur les médias traditionnels, et qui ont du coup une baisse structurelle des ventes du print. Ok. Et on doit tous un peu composer avec les mêmes problématiques. Donc, ça rapproche. Et puis, comme dans tous les écosystèmes un peu restreints, les gens passent De l'un à l'autre. de l'un à l'autre. Et donc, Ouais. voilà. Donc, il y a Ok. des contacts qui se font et qu'on garde. Et que, voilà. Il y a des numéros qu'on garde et on se rappelle. Ouais, et finalement, ça peut peut-être te Exactement. sauver sur une situation. Et je pense que du ou un coup, besoin. on échange beaucoup plus que ce qu'on pourrait le croire à l'extérieur. Ok. Tu parles de l'échange, qui est, je pense, un mot-clé. Dans ton cursus, tu as eu le cursus où tu étais effectivement sur le terrain. Et ensuite, tu as le cursus où tu arrives sur. Je dirais pas le banc, parce que le banc, c'est quand tu joues pas, mais que tu es censé être sur le terrain. Comment on pourrait dire sur, je sais pas moi, le tableau des scores ou sur la stratégie d'équipe, donc plutôt sur le coaching externalisé que Ouais. tu vas avoir. À quel moment tu t'es dit, tiens, ça y est, c'est le moment où il faut que j'arrête, il faut que je fasse gaffe à mes ligaments croisés et je passe de l'autre côté? Ça s'est fait naturellement. Et c'était aussi un peu le truc qui, avant, pour grandir Ouais. dans une entreprise où il fallait changer de poste. Ok. C'est-à-dire que contrairement, je pense, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement devenir expert. À l'époque, pour voir augmenter tes responsabilités et ton salaire, bah, fallait changer de poste. Donc, Ouais, le fameux changer de poste tous les 2 ans et demi, là, où tu C'est fais un ça. petit jump. C'est ça. Et puis, moi, j'étais dev à l'origine, Ok. mais je crois que au fond de moi, j'ai toujours su que ça serait qu'une étape. Ok, c'était une transition. Ouais, parce que j'aimais calculée. bien, mais c'était pas une finalité en soi. Et en fait, rapidement, j'étais frustré aussi parce que au début, j'étais dans la tech, on me disait, ouais, toi, t'es à la tech, t'as un avis. Laisse faire les grands. Ouais, c'est ça, t'as un avis, mais tu peux le garder pour toi. Très clairement, tout le monde s'en fout. Et donc, j'ai été frustré par ça. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de donner un peu mon Mon grain de sel, vous Ouais, allez voilà. m'écouter, merde. C'est ça. Ah, je comprends. Je me rappelle, il y a une fois, je crois qu'il y a un des déclics, c'était aux Galeries Lafayette. Et je me rappelle qu'il fallait prioriser des sujets. Et on devait choisir entre soit mettre le paiement en 3 fois, Ouais. soit mettre le paiement avec la carte bleue Galeries Lafayette. Que absolument personne, par les clients. Et ben, j'aurais même pas su qu'il y avait une carte bleue à Lafayette. Voilà, du coup, bah, j'aurais peut-être- probablement pas utilisé. Peut-être que ça n'existe plus. Mais à l'époque, ça existait. Donc, il y avait des porteurs de cartes, machin. Ok. Et donc, c'était une carte bleue Galeries Lafayette. Eh ben, ils ont priorisé le payer avec la carte bleue Galeries Lafayette plutôt que le paiement 3 fois, qui adressait, du coup, pour le coup, tous les utilisateurs. Ouais, ok. Et moi, j'étais j'étais outré par cette décision. J'ai dit, mais après, ils n'avaient peut-être pas eu le choix. Et du coup, en fait, je me rappelle de ce moment-là, parce que je me suis dit, mais en fait. Et puis, texto m'avait dit, non, mais genre, toi, la tech, laisse-nous tranquille. T'as un avis, mais tu le gardes pour toi. Quoi. Ouais, je comprends. C'est dans ce moment-là que tu te rends compte aussi si tu travailles pour une boîte tech ou pour une boîte non tech. Ouais. Parce qu'effectivement, tu as une question de priorisation Ouais. et de consensus qui devrait exister sur cette typologie d'actions qui finalement n'existent pas parce qu'elles sont priorisées pour des enjeux business ou peut-être même des questions politiques. Oui, c'était clairement ça. C'était pas business, hein, clairement. Ouais, je comprends. C'était clairement pas. Ok. Voilà, mais bon, du coup, je suis passé. Et en fait, j'ai retrouvé en passant sur du management, j'ai retrouvé un peu des choses un driver, un nouveau Ok. driver. Avant, j'avais le driver de produire quelque chose, de le mettre en prod et de voir un effet immédiat. T'avais une question de légitimité aussi ou pas? Non, pas trop. Non. Ok. Non. Et je suis passé sur quand tu manages des gens qui font,
Bah, ton rôle, c'est de les mettre eux dans les meilleures conditions pour qu'eux performent. Ouais. Et c'est là que j'ai trouvé, moi, de la valeur et du plaisir dans ce que je faisais. C'était vraiment de se dire bah, comment j'arrive à faire grandir une équipe en tant qu'équipe, et avec ses individualités, et ça. Et en fait, de penser organisation, réorganisation, de penser, bah, attends, quel profil, machin. Et en fait, j'avais un peu l'impression de jouer à Football Manager, mais en vrai. Donc, mais T'as fait ta liste des 22. c'est ça. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué au Football Manager. Je jouais à ça quand j'étais petit. Mais non, mais c'est une image pour te dire que toi. Et j'ai trouvé beaucoup beaucoup de plaisir. J'en trouve toujours aujourd'hui à faire ça, c'est de se dire bah, comment, en fonction des moyens que j'ai, de la stratégie et là, comment je structure cette équipe-là pour Le que casting. le casting pour que ça performe au mieux. Et ça, c'est hyper intéressant à suivre au quotidien. T'as déjà forcément été dans des cas où, alors je dis forcément, mais je spécule, mais t'as déjà dû être dans des cas où t'as dû réorganiser complètement l'équipe. Ouais. Ça veut dire faire rentrer, faire sortir. Ouais. Interne, externe. Ouais. Comment ça se passe? C'est dur. C'est dur, enfin, faire sortir. Faire rentrer, c'est facile. Faire sortir, c'est dur. Faire sortir, c'est dur. Je me rappelle la première fois que j'ai eu à le faire. C'était un dev que j'avais recruté. Ok. Période d'essai, donc fin de période d'essai. Et donc, moi, je sais que ça le fait pas. Et donc, c'est ma décision. Donc, Ouais, c'est clair. C'est important. Mais et je me rappelle, moi, je vois mon boss de l'époque et je lui dis aide-moi, je sais pas comment faire, quoi. Et il me dit ok, pas de problème, je viens avec toi et tout. Donc, on s'installe dans la pièce et il regarde le dev et il dit bon, Guillaume, il a un truc à te dire, il se barre. Phase décisive. C'est à ça. toi, vas-y, score, tu peux y aller. C'est ça. Donc voilà, donc il m'avait aidé. Il m'avait aidé comme ça. C'est clairement c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur parce que au-delà de ta conviction de se dire bah techniquement ou opérationnellement ça le fait pas. Ouais. Bah il y a l'humain. T'as le côté humain, ouais. Où moi je sais que à chaque fois ça m'est pas arrivé 250 000 fois, mais à chaque fois c'est une angoisse. T'as l'impression que c'est fréquent un peu dans le monde du produit de devoir réorganiser fréquemment les équipes? Oui, Je dis 2 fois fréquemment. Ouais, C'est ouais. comme dans oui, Sex oui, parce que du coup, enfin, c'est les stratégies changent, Ouais. les moyens changent, donc il faut sans arrêt rebuilder ça. Là où c'est plus simple, c'est vraiment quand tu as les prestats. Ouais, parce que du coup, tu peux Les effectivement. prestats, c'est variable d'ajustement beaucoup plus simple à gérer que des internes qu'il faut sortir. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir cette variable d'ajustement, elle est vraiment utile, notamment pour ça, pour se dire comment je réorganise. Ou aussi comment je vais chercher un talent que je n'ai pas. Ouais. Parce que là, on parlait d'IA, mais typiquement, peut-être aller me chercher un PM un peu spécialisé. Si Un ces instant T, sujets-là ouais, arrivent, sur des sujets très je spécifiques, peux le faire éventuellement. plus facilement avec un budget Presta. Mais ouais, au niveau humain, le fait de se séparer quelqu'un, c'est compliqué pour moi. Je pense Et- que, ouais. Tu penses de fait qu'in fine, un prestat, c'est quand même plus cher qu'un interne, parce que tu as quand même souvent ce débat? Ouais, non, oui et non. C'est-à-dire qu'au final, le surcoût temporaire, Ouais. il est compensé par t'as Par plus quelqu'un qui d'expertise est plug and play ouais. et qui arrive. Peut-être qu'il a déjà C'est des coûts cachés que tu vois pas. l'expérience dans des médias, dans d'autres systèmes et ça. Là où en interne, tu vas le faire évoluer et grandir peut-être un peu plus lentement. Et c'est un investissement plus Sur le long terme, ouais. sur moyen long terme. Mais je pense que c'est bien d'avoir un peu un peu des deux. Un peu des deux. D'avoir peut-être 60-40 ou 70-30 en Ouais, proportion. Je pense qu'il ne faut pas trop non plus. Le modèle accord, il a un peu ses limites pour moi là-dessus. Ok. C'est qu'il y avait beaucoup de prestats. Trop, Et tu penses peut-être ouais, par je pense rapport un peu trop. au job. Je pense un peu trop. Et- Après, c'est... Et pourtant, ça n'empêche pas de performer. Ouais. T'as vu des moments où tu t'es dit, tiens, on est peut-être too much en presta versus interne et... Bah, je pense aussi tout le monde n'a pas la même implication. Hein. Ok. Du coup, ça revient au casting. Ouais. Bah, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, hein, le casting. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'autre... si t'as pas les bons people, tu peux rien faire. T'as pas les bons projets, c'est clair. Ça amène sur les erreurs que t'as peut-être commises ou que t'as vues d'autres dans ce monde-là.
T'as quelques exemples? Bah, des erreurs de casting, ouais, plein. Plein. Au début, tu te plantes. Moi, au Galeries Lafayette, je vais te rendre première expérience réellement. J'avais recruté avant, mais petite boîte, là, je devais recruter massivement des devs. Et en fait, j'ai fait l'erreur de caster des profils équivalents. Qu'est-ce que tu veux dire par des profils équivalents? Bah, je prenais des devs qui avaient 5-6 ans d'expérience en Java, en machin, un truc peut-être bien fait, tac, tac, tac. Et je les ai empilés les uns à côté des autres. Et en fait, 2 ans après, ils ont tous voulu une augmente, un changement de poste, passer lead, machin, et tous en même temps. Ok, donc tu avais effectivement une... Et là, fallu que je fasse des choix. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il faut une équipe hétérogène. Avec des seniors, des confirmés, des juniors, trucs, ok. Et en fait, je l'ai appris à mes dépens. Oui, parce qu'in fine, tu leur offres pas la possibilité de pouvoir former, mentorer, d'autres de pouvoir prendre une position de lead, etc. Sinon, tu crées une concurrence interne trop forte. Exact. Et puis, tu peux pas contenter tout le monde parce qu'il n'y a pas des places pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça, c'était pas forcément des mauvais profils. Mais tu sais que l'ensemble, l'équipe au global, c'est comme on disait, c'est une dream team, ça fonctionne pas forcément. Si tu prends que des gens très très bons, ça marche pas forcément. On pourrait dire que le PSG est meilleur sans Mbappé. Voilà, sans Neymar, sans Messi et tout ça, ouais, on pourrait. Mais je pense que, en fait, au-delà des individualités, c'est l'équipe. Le collectif. Le collectif, travailler, comment les gens travaillent ensemble, comment les gens ils collaborent, comment ils se tirent pas dans les pattes. Ça, je pense que c'est un truc aussi qui est important dans nos rôles. C'est de mettre de l'huile dans tous les rouages pour qu'au final, ce soit un bonheur d'aller bosser le matin, quoi. Ok. Du coup, tu choisis comment maintenant tes projets? Collectif? S'il y a ce collectif qui te plaît ou pas? Ouais, puis je pense que moi, j'ai vraiment mon rôle à jouer là-dedans, quoi. C'est-à-dire, et le management en général a son rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que si tu as un manager qui va tirer dans les pattes de tous ses collègues, l'équipe en dessous va faire pareil, quoi. Et donc, du coup, l'ambiance va pas être ouf. Ouais, c'est clair. Et en fait, mon rôle, c'est d'aller traiter avec mes pairs pour instaurer cette transparence, cette communication et cette coopération pour que, du coup, en dessous, ça se passe très bien, quoi. T'as des exemples un peu où t'as dû jouer des coudes pour que ça se passe bien? Ouais. Ouais, j'en ai. Pas sûr. Non, j'en ai. Par contre, je peux te parler notamment chez Accor. Ce que j'ai bien aimé quand je suis arrivé, c'était cette complémentarité entre équipe tech et équipe produit. Okay. On bosse ensemble. S'il y a une merde, on est ensemble. Et je pense que ça vaut tout le reste. Même team, même bateau. Ouais. Et je pense que c'est un exemple à donner. Et en fait, le cancer dans les boîtes, c'est quand ça joue au ping-pong sur qui est responsable de quoi. Et que ça prend 3 plombs. Alors que des fois, en fait, tu te dis, oui, ok, il y a une merde. On y va et ça part. Les devs, c'est les derniers, c'est le bout de la chaîne. Mais c'est pas eux les responsables. Pas que eux, en tout cas. Non, c'est sûr. Et c'est souvent c'est un peu comme ça. Et du coup, je pense que d'avoir déjà un lien produit, design, tech assez fort pour se dire on travaille une équipe. Mais au-delà de ça, on parle de modèles for in a box, des trucs comme ça. Je pense que c'est le primordial de créer ce lien-là avec tes stakeholders, d'avoir un niveau de transparence, de communication. La plupart du temps, si les gens sont au courant, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est-à-dire que tu dis, ouais, il y a une merde. Ouais, on est conscient, on est dessus. On y va. Voilà, on y va. Et faut pas essayer de cacher les choses. En fait, ça te revient en boomerang 10 fois pire 2 semaines après, quoi. Et c'est comme ça que tu réussis j'imagine, éviter peut-être des situations de crise complexes où ça peut partir en cacahuète fort. Ouais. Moi, et je pense que moi, c'est un peu ma philosophie d'essayer de se dire, à moi de créer les liens avec les différents autres directeurs dans la boîte pour qu'en fait, on se dise des choses entre nous quand il y a une merde. Okay. Et pas que ce soit sur la place publique. Ouais, je vois. Okay. Et en fait, tu vois, moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si j'ai un truc à dire, je le dis, mais je vais pas le dire devant tout le monde. C'est pas le matin à 9h en daily. Non. Bernard, c'est ça. Viens me voir. C'est ça. Et puis, il faut savoir aussi gérer l'urgence, gérer la crise. C'est-à-dire, voilà. Je pense qu'il y a ces 2 rôles-là. Ce rôle... Je pense que c'est un des trucs où j'y arrive bien.
Mais c'est inné ou tu l'as appris avec le temps, avec les expériences, avec les contextes un peu clients, les équipes qui t'ont montré que ça allait potentiellement partir en cacahuète fort et que donc tu as dû prendre un peu de recul et créer cette posture ou tu l'avais un peu naturellement? Non, je l'avais pas naturellement. Je l'avais pas, parce que naturellement, je suis pas un grand communicant. Ok. T'es dev? Euh, ouais, je suis dev, je suis derrière mon écran. Et en fait, je l'ai appris au fur et à mesure. Ok. Et j'ai appris que c'était indispensable. Je pense que j'ai appris ça quand j'étais chez Prisma. Euh, Là où c'est plus facile dans mes expériences d'après, c'est que je suis arrivé directement avec un rôle de direction. Ok, donc t'avais un mandat en plus. J'avais un mandat et j'arrivais avec ce poste-là. Chez Prisma, j'ai grandi en interne. Et du coup, c'est difficile des fois de changer le regard que les gens ont de toi en interne. Ok, ouais, je comprends. Quand tu restes longtemps quelque part et que tu grandis, c'est souvent tu restes un peu le petit qui a commencé. Ouais, et mais voilà. Guillaume, il a commencé chez nous il y a longtemps, C'est il ça, était et- dev, foi, ce qu'il dit aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine de l'écouter? Je sais pas. Ouais, puis même toi, je pense, T'as ce doute? Ouais, et puis tu oses pas forcément, parce que c'est les gens qui étaient avant, peut-être t'es plus 2, plus 3, plus 4, j'en sais Ok. rien. Et tu te retrouves au COMEX à présenter des trucs. Et enfin, je pense que il y a aussi ça, tu te brides. La question de légitimité finalement. Ouais. Et je pense que c'est là où c'est intéressant aussi des fois de changer d'environnement. C'est que c'est plus facile quand tu changes de poste d'arriver avec une autre posture parce que tu dis, bah, en fait, j'apprends avec toutes les erreurs que j'ai fait avant. Et puis quand j'arrive dans un nouvel endroit, bah, je vais essayer de pas les refaire. Et en fait, du coup, les gens te voient pas avec le même œil. Et tu te rends compte aussi probablement que ce que tu as fait par le passé, en fait, ça avait un point important. Ouais. Ouais. Et puis, tu te rends compte que c'est un cheminement, en fait. Et tu peux pas. C'est normal. Ouais, c'est clair. Ok. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Il nous reste une petite partie là. Ouais. Enfin, deux petites questions encore sur cette partie-là, sur l'accompagnement des équipes en crise, mais ça, tu l'as déjà dit. Mm. Environnement très corporate, startup, scale-up ou grosse boîte. On peut y passer. Ouais. Et ensuite, PM généraliste, PM craft. On ira dessus. On se parlait du coup là dernièrement de... Attends, je reprends ton dernier point. La légitimité. La question de légitimité, elle intervient sur ton rôle, mais elle intervient aussi sur différents métiers. Mm. Tu as été tech, tu as été PM. Tu encadres aujourd'hui du coup des tech et des PM. Enfin, plutôt des PM, mais tu as aussi la dépendance tech naturellement avec tes homologues. Mm. Mais dans tes équipes, tu vas privilégier des profils spécifiques. Est-ce que ça va être des gens qui vont être des PM craft? Est-ce que ça va être des PO, des PM, Bah, des PM généralistes, Ouais. des PMM? Tu prends quoi comme métier, comme fonction et pourquoi? Bah déjà, je prends l'équipe qu'il y a. En Ouais. face. C'est important. Ok, donc t'arrives pas et tu dis tiens, bye bye tout le monde, on refait le casting à zéro. Non, clairement pas. Clairement pas. En plus, moi, l'équipe dont j'ai hérité, c'est Ah, j'aimerais trop faire ça juste pour le kiff, de dire ah, je vous vire tous. Non, revenez mardi. Donc tu hérites de l'équipe avec laquelle quand tu arrives. Et globalement, moi j'ai eu beaucoup de chance là donc, soit chez Accor ou au Parisien d'hériter d'équipes qui étaient vraiment top, où les individualités. Enfin, je me suis vite rendu compte que tu disais bon, ok, je vais pouvoir faire des trucs Tu vas pouvoir faire très des sympas avec Ok. l'équipe déjà en place. Après PM Craft, PM généraliste. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il faut une équipe, c'est hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas avoir besoin de purs spécialistes pour aller, je sais pas, faire un projet IA ou vidéo, où tu te dis, bah, en fait, là, je vais avoir besoin de quelqu'un qui a déjà eu à gérer avec ce genre de contraintes Mhm. et qui va savoir y répondre beaucoup plus rapidement que si je demande à un de mes PM qui est déjà présent de monter en compétence sur un sujet. Ok. Et je pense que c'est... moi, j'aimais bien me dire sur chaque squad ou chaque périmètre, avoir des binômes Ok. et des binômes complémentaires. C'est-à-dire. C'est-à-dire deux profils différents. Ok. D'avoir par exemple un profil plus ancien tech et un profil plus du coup PM classique qui a fait une école de commerce ou un truc comme ça, ou peut-être qui a plus une fibre design, Ok. parcours utilisateur. Qui va complémenter Et, avec effectivement son Et binôme. d'avoir des forces qui soient très complémentaires. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut chercher à faire dans des équipes, c'est de se dire,
quand je recrute un profil, il ne faut pas que j'aille chercher un profil qui soit équivalent à un profil que j'ai déjà. Il faut que j'aille chercher un peu différent, un peu. Et après, c'est beaucoup, beaucoup de feeling. Moi, au début, je fonctionnais quasi uniquement au CV et à quelle école, à quelle. Toi, tu vis, toi, tu meurs. C'est ça. Et en fait, le CV, rapidement, en fait, les CV, je les regarde assez peu. Ok. Donc, le rôle, moi, que j'aime bien quand je vais bosser avec soit un cabinet de chasse, soit un prestat, c'est de dire, toi, ton rôle, ça va être de me sélectionner des candidats intéressants. Après, à la limite, peu importe. Et c'est marrant parce que, notamment chez Prisma, j'avais recruté un gars. Je sais plus, genre, on valide le contrat. Et j'ai quelqu'un, donc j'en parle à l'équipe, il y a machin qui va arriver et tout. Et il me dit, ouais, il a fait quoi comme école? Ouais, c'est le réflexe. Aucune idée. Alors, aucune idée. Je sais pas du tout. Aucune idée, mais même du niveau. Est-ce que c'est important? Ouais. Et en fait, c'était pas important pour moi. Je pense que c'est très important pour beaucoup de gens surtout ceux qui ont fait des grandes écoles et ça. C'est pas mon cas. Et ils vont, ça va être important pour eux Ouais, c'est un tampon, un marqueur, de qualité, un truc qui les rassure et ça. Et moi, pas du tout. Et donc, je suis passé d'un truc où j'étais très quelle école, quels sont tes hard skills, machin et ça, à un truc où je suis sur les soft skills. En fait, raconte-moi ta life, qui es-tu Exactement. Ouais. Et est-ce que est-ce qu'il y a l'œil qui brille? Non, mais c'est important. Est-ce qu'il y a l'œil qui brille? L'œil du tigre. Non, mais même pas. Est-ce que ça capte? Est-ce que ça percute? Okay. Et en fait, on se rend compte que les hard skills en tant que POPM, c'est tu finis par les apprendre. Ça, c'est facile à apprendre. Ouais, tu finis par l'avoir. Tout le monde sait. Tu vois. Et en fait, ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir quelqu'un qui percute vite, qui va pouvoir prendre ses responsabilités, qui va pouvoir communiquer, qui va pouvoir adapter sa communication avec qui il parle. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus important que de savoir Scrum, machin, Discovery, discipline, tout ça. Tu prends un bouquin, tu fais une formation, machin, c'est bon. Enfin, et tu appliques. Et je pense que c'est maintenant dans la sélection, je pense, des profils, c'est vraiment beaucoup plus important pour moi la partie soft skills. Ok, très clair. T'as parlé de responsabilité. C'est hyper important, je trouve, dans le monde du produit, parce que quand on s'en parlait effectivement dans le dernier épisode avec David, on avait la question de la responsabilité du produit versus du delivery, parce que tu as un produit qui est un produit physique hôtelier, dont le digital n'est pas la première brique, mais une brique complémentaire. Comment tu fais aujourd'hui dans tes équipes aux Parisiens pour s'assurer que vous avez le bon niveau de responsabilité vis-à-vis du produit que vous livrez, tu vois? C'est assez naturel, je pense, aux Parisiens, parce que en fait, sur le produit numérique, on est en première ligne. Ouais, ok. On n'est pas le pendant. Enfin, c'est la grosse différence avec Accor, c'est que tu as l'expérience in-hotel qui est enrichie avec l'app, où les gens vont faire leur booking sur l'app, et donc il va y avoir un mix des deux. Nous, on est rarement sur le mix des deux. C'est soit tu prends le journal, tu lis le journal, soit tu... Voilà, et donc les équipes numériques sont vraiment... quand il y a une merde sur le site, sur une newsletter, sur un truc, c'est chez nous que ça se passe. Du coup, ta responsabilité n'est pas sur le moment où tu entres dans la course de l'utilisateur, mais plutôt ce que tu lui proposes comme expérience. Ouais. Avec peut-être un less is more ou une volonté à avoir toujours plus de features. C'est quoi l'enjeu que vous mettez en face là-dessus? L'enjeu, nous, ça va être comment on arrive à les capter. Les faire rester, rétention, engagement. Donc, notre enjeu, c'est c'est à la fois de se dire comment on arrive à continuer d'avoir un flow incessant d'utilisateurs qui viennent. Et après, ça va être comment on arrive à les capter et à maximiser la valeur qu'on peut en retirer. Donc, soit on se dit, c'est un visiteur qui va jamais s'abonner, donc on va essayer de le capter sur des sujets qui l'intéressent et lui coller de la pub, très, très clairement. Potentiellement essayer de le faire se loguer pour pouvoir derrière le contacter, le faire revenir, newsletter, les push, et trucs comme ça. Et en dernier lieu, c'est de se dire de l'attraper complètement avec de l'abonnement. Ok. Et voilà. Donc c'est comment avoir limite trop... on a plusieurs stratégies.
il faut l'appliquer à l'utilisateur qui arrive, quoi. Ok. Et comment vous arrivez à le déceler, ça? Bah, Parce que soit c'est un utilisateur qui est déjà récurrent, et dans ce cas, tu sais, ouais. et potentiellement, il est déjà logué, ou en tout cas, tu as chopé qu'adresse IP est récurrent, donc tu sais que c'est le même gars, potentiellement, ou en tout cas le même foyer. Soit pas du tout. Et du coup, c'est à l'entrée sur l'app que tu fais cette segmentation et que tu vas avoir une stratégie qui se met en place directement dans l'app, enfin, sur le support quel qu'il soit. C'est les choses sur lesquelles on travaille. Ok. Très clairement, c'est vraiment un truc où de se dire comment j'applique la meilleure stratégie en fonction de mon segment, quoi. Ok. Et du coup, le segment, bah, effectivement, si c'est quelqu'un de logué, bah, ton segment il va être relativement précis. Enfin, la data Ouais, va t'as être précise déjà parce la que tu data, vas effectivement, savoir déjà qualifiée. qui Ouais. c'est, combien de fois il est venu, ce qu'il regarde comme sujet. Le plus compliqué, c'est de se dire comment j'arrive à appliquer un segment le plus rapidement possible sur un visiteur, quoi. Ok. Clair. C'est quoi un bon product leader, tu penses? Un bon product leader, je pense que c'est quelqu'un qui donne le cap pour l'équipe, Ok. vers lequel il faut aller, qui met toutes les conditions en place pour que l'équipe performe et soit à l'aise, qui communique bien, qui médiatiquement dans l'entreprise, qui soit reconnu, Il doit te Euh, protéger ou pas? qui doit... Ton product leader, est-ce qu'il doit te protéger en tant que PO ou PM, ou est-ce qu'au contraire, il doit plutôt être là pour te montrer que tu fais bien ou mal, si ça peut arriver? Tu vois, c'est quoi le Après, il y bon a ratio? le ratio, il est différent avec chaque personne, hein. Ok. Il y en a qui vont courir, enfin qui vont voler de leurs propres ailes très facilement. C'est juste allez pousser un peu. Et il y en a qui ont besoin d'être rassurés, challengés et en permanence. Donc je pense qu'un bon product leader, c'est quelqu'un aussi qui sait s'adapter à son équipe Ouais, qui arrive à se et mettre à la qui place arrive à apporter ce dont chacun a besoin. Ok. Et c'est là où moi j'ai ce que j'aime, mon appétence pour le coaching. À un moment donné, je m'étais dit tiens, c'est un truc que j'ai envie de faire. C'est vraiment ça, c'est vraiment de déceler là où ça peut progresser et d'accompagner efficacement chaque profil. Je pense que, enfin voilà, et chaque profil a des besoins différents, quoi. Ok. Et de fait, quand tu vas accompagner ces profils, tu vas distinguer s'ils sont bons ou pas bons grâce à quoi? Ça se voit rapidement sur le delivery, sur la priorisation, sur la data que tu vas en retirer. Ok. C'est et puis tu as les retours 360, on appelle ça dans les grosses boîtes, ils font Ouais, des que tu fais ça achats. effectivement tous Tu, les tu- tous les tu le 3 vois mois ou rapidement tout en ça. fait. Tu vois rapidement un profil qui performe pas, quoi. Parce qu'on se parle souvent effectivement du fait que toi, en tant que CPO ou CTO, peu importe, tu dois aussi apporter une vision, etc. Mais tu as aussi une responsabilité bottom-up. Ouais, Et toi, clairement. t'attends quoi du coup de cette responsabilité un peu bottom-up, tu vois, de la part de tes équipes? Moi, j'attends que de la transparence, de la communication. Donc moi, à moi d'instaurer cet environnement-là pour qu'ils puissent me dire un peu Ce qu'ils ressentent ce et qu'ils qu'ils osent. ressentent, Ok. qu'ils osent venir, Ouais. venir me voir quand ils sont en difficulté. Et donc, moi, je fais confiance facilement. Et je responsabilise, enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Ouais, et je On nous dira. responsabilise. Enfin, voilà, c'est pas mon genre d'aller faire des claquettes et de me prendre les lauriers. Enfin, si c'est pas moi qui ai fait. Enfin, du coup, je, je pense que j'instaure un truc où je mets les gens en face de la responsabilité rapidement. Ok. Et en fait, naturellement, je vais jauger là où je dois me mettre. Ok, très clair. Et très clairement, je leur demande aussi, si quand tu as besoin de moi et quand tu attends que je sois là, dis-le moi si je suis pas là. Ouais, faut que ce soit formalisé. Ouais. Je pense que, enfin, et je pense que l'honnêteté, la transparence avec son équipe, c'est ultra important, surtout avec ses relais, ses N-1. Il doit y avoir un cadre de confiance qui doit être là tout le temps, quoi. Clair. J'en discutais avec Mario VS qui me disait que il bossait pas nécessairement parce que j'ai reformulé. J'en discutais avec Mario VS où on se disait, tu vois,
Je pense qu'on bosse parce qu'on doit. Du coup, de fait, est-ce que toi, tu bosses pour toi, tu bosses pour tes clients ou tu bosses pour tes utilisateurs? C'est quoi le truc qui te fait lever le matin, qui te dit, OK, je vais y aller avec la bonne énergie et l'envie de, Bah, c'est un peu ce que je envie de disais tuer, tu vois? avant, hein, c'est l'équipe. Je pense qu'en fait, avant de bosser pour une boîte et un produit ou ça, tu bosses avec des gens. Et ton quotidien est fait de bosser avec des gens. Et tu vas te lever parce que tu vas passer du temps avec des gens cool. Enfin, cool. En tout cas, pas chiant. Pas chiant, c'est ça. Non, mais puis où tu te dis, en fait, il va y avoir une émulation, il va se passer un truc. Enfin, et puis, évidemment, la mission, le produit pour lequel tu bosses, c'est important. Mais pour moi, tu vois, enfin, je vais te donner un exemple. Quand je suis arrivé chez Prisma, je bossais sur Voici. OK. Et tu pourras dire, ouais, Voici, People et tout. Je trouve ça cool. Ouais, et en fait, mais en fait, l'équipe était cool. La rédac, ils étaient cool. Et en fait, on se marrait. Et ça marchait, et machin. Et donc, du coup, pour moi, c'était. Et puis, j'étais devenu hyper calé en télé-réalité. Et du coup, non, mais du coup, c'était. Moi, je kiffais. Vraiment, je kiffais. Je bossais. Enfin, c'était parce que, du coup, je bossais avec des gens qui se prenaient pas la tête, Ouais, qui c'est étaient. clair. Et puis, on faisait des trucs cool. Et puis, on avait un moyen de vraiment avoir un impact sur la roadmap. Machin, enfin, et c'était. Et je pense que c'est le truc qui fait que tu te lèves le matin et que tu as envie d'y aller. Et si tu te dis, bah, en fait, je vais avoir des challenges cool, je vais bosser là, Parisien, je bosse sur de la vidéo. Là, on bosse en ce moment avec Google et le Financial Times sur les abonnements. On bosse, et du coup, Ouais, c'est cool. tu te dis, il y a les sujets, ils sont cool. T'as une Mon émulsion équipe, sympa, ouais. franchement, je suis hyper content, ça se passe bien. Et donc, et l'équipe, même la direction numérique et même du coup avec la rédac, enfin, vraiment, ça se passe très très bien. Et donc, du coup, c'est un plaisir, quoi. Ouais, je comprends. Et c'est ça que je recherche, moi. En fait, au-delà de. Tu vois, tu peux te dire, je vais aller bosser dans telle boîte parce que ça fait rêver sur le papier et tout. Et en fait, tu arrives, si c'est pour bosser avec des cons, Ouais, ça sert à rien. tu prêches un convaincu. Moi, c'est Ouais. aussi pour ça que j'ai lancé Zone à l'époque. Enfin, à Mhm. l'époque, je dis ça, ça fait 2 ans et demi, mais c'est aussi pour ça que j'ai lancé TOS, parce que j'avais ce besoin fondamental aussi de bosser avec des gens qui pouvaient me ressembler, qui pouvaient comprendre un peu ce besoin d'humain avant les projets et inversement, tu vois. Donc, ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Ok. Il y a des trucs que t'as jamais dit Plein. en interview qui seraient des. J'ai pas fait beaucoup d'interviews, donc forcément, il y a plein de trucs que j'ai jamais dit. Dans quel genre de trucs? Je sais pas, il y a un truc que tu as envie de partager sur le produit, sur toi, sur ce que tu penses de ce monde-là, de ce qu'il représente, de l'évolution que tu penses qu'il va avoir. Moi, il y a un truc qui m'a. En fait, au début, le produit, pour moi, j'en faisais pas partie. Ok, intéressant. J'en faisais pas partie parce que c'était vraiment un truc affilié plus aux startups, scale-up, machin. C'était un truc. Et nous, on était chef de projet digital, trucs comme ça, machin et tout, dans des grosses boîtes. Et quand on a vu arriver ce truc, quand moi j'ai vu arriver ce truc-là, je me suis dit, ouais, ça allait avec Scrum et tout. Au début, ça allait avec Scrum. Donc, Ok. c'est vraiment le rôle de PO et tout. Et en fait, mon profil, par le fait que j'ai évolué plus vers ces fonctions-là, Mhm. et le marché qui, du coup, qui s'est étendu en France, qui s'est machin, et qui s'est resserré aussi il y a quelques années, parce Et que récemment, startup, scale-up, on fait un peu plus. Plus d'argent. Voilà, et plus d'argent. Bah, des profils produits se sont intéressés, du coup, à ce qui pouvait se passer dans les boîtes un peu plus. Bah, les boîtes, les grosses boîtes. Plus institutionnalisé, on Ouais, dirait, voilà, qui étaient déjà là, et ça. Et en fait, il y a eu un espèce de shift où on est passé d'un monde où les product people étaient que en startup, scale-up, machin, ça, à où ils sont passés dans des grosses boîtes. Et moi, je me suis retrouvé là. J'étais là, j'étais déjà là. Salut. Et salut. Et en fait, mon profil, j'ai l'impression que je suis devenu product. T'es devenu fancy dans les dernières années. Exactement. Ok. Exactement. Moi, ça me va, hein, mais c'est un peu marrant de le voir quand tu prends un peu de hauteur. Tu te dis, attends, en fait, j'avais l'impression de pas faire partie de ce monde-là. Et en fait, si. Et maintenant, oui, clairement, j'ai l'impression d'en faire partie. Et c'est marrant d'avoir suivi l'évolution un peu de ce nouveau rôle, entre guillemets, enfin, qui est plus nouveau aujourd'hui, mais
de l'avoir vu à son commencement et de le voir aujourd'hui, quoi. Ça, c'est rigolo parce que tu as parlé effectivement des changements qui sont opérés, des tensions qui existent sur le marché aujourd'hui. Tu conseilles quoi maintenant à je sais pas, des néophytes ou des personnes qui sont déjà dans ce monde-là sur la suite de leur carrière? Elles doivent penser à quoi selon ce que toi tu as un peu vécu et des erreurs que tu as Je pense qu'il faut être. C'est un milieu où il faut être très pragmatique. c'est-à-dire? C'est-à-dire. En fait, en fait la fonction product, entre guillemets, va avoir une expression différente en fonction de la boîte dans laquelle tu es. Ok, oui, ça oui. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir d'idée toute faite sur telle ou telle méthode, tel ou tel type d'organisation. Parce que, en fait, en fonction de là où tu es, potentiellement, ça sera applicable ou pas applicable. Et donc, je pense qu'il ne faut pas arriver avec ses gros sabots en disant j'ai lu tous les bouquins, je sais comment ça marche et je vais mettre tel type d'organisation et ça va le faire. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Non, et je pense qu'il faut aussi se prendre cette période d'observation de la boîte, comment elle est faite, comment l'influence interne fonctionne, pour se dire quel rôle, comment je me positionne, quelle est ma stratégie de positionnement en interne et comment et qu'est-ce que je vais utiliser sur l'ensemble des étagères des trucs que j'ai vus avant et qui va être utile ici. Et je pense qu'il y a eu pendant un moment beaucoup de choses où on essayait d'appliquer la même méthode partout. Parce que c'est product by the book, machin, il faut faire comme ça, c'est marqué dans le bouquin. Et je pense que c'est à l'époque même pour rattraper le retard sur les US. Voilà. Mais je pense que ça a été une étape indispensable. Structurante pour que ça existe aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui, on peut se dire, en fait, j'ai plein de méthodos et en fait, c'est à moi d'aller choisir la bonne pour mon contexte. Ouais, faire un peu de picking, effectivement, sur ce que tu as vu par le passé, quoi. Très clair. Et puis, un conseil pour les products du moment, c'est d'aller se nourrir des autres. Moi, après, je lis pas beaucoup d'ouvrages, de trucs, c'est pas mon truc. Mais dès que j'ai moyen d'échanger avec mes pairs ou ce genre de choses, c'est des moments qui sont importants parce que tu vas avoir des gens qui sont confrontés à des problématiques équivalentes dans des milieux différents, qui vont potentiellement tester des choses. Et en fait, je pense que moi, je me nourris beaucoup de ça, des échanges que j'ai avec mes pairs, mais aussi avec des gens qui arrivent dans l'équipe, qui amènent des trucs qu'ils ont vus ailleurs, dans d'autres domaines, dans d'autres contextes. Et je pense que c'est de se nourrir des autres, quoi. Très clair. Le mot de la fin, l'enseignement que tu retiens de tout ça? De tout ça, des 20 ans. Des 20 ans. Des 20 ans. Un enseignement... je pense qu'il faut... il faut pas se faire un plan de carrière et il faut suivre son instinct. Ok. Moi, j'ai été dans des boîtes pour aller bosser avec des gens. Ok. Et donc, du coup, plus que réellement me dire... en fait, je pense que ce qui est important quand tu passes un entretien, c'est d'aller voir ton futur manager et te dire qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apprendre, quoi. Qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apprendre? Et est-ce que j'ai envie de bosser avec lui pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est ça. Ou est-ce que c'est un pur connard et c'est impossible, quoi. C'est ça. Et en fait, voilà, je pense que une carrière, c'est fait de rencontres. Okay. Donc, être ouvert aux rencontres et suivre son instinct sur avec qui tu as envie de bosser, quoi. Ok, très clair. Merci, Guillaume. Merci, Alexandre. Eh ben, on a tout dit, je pense. Ouais. Ouais. On a fait le tour. On a fait le tour, on a un peu dépassé, mais on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on aurait oubliés, que tu aurais envie de mettre en lumière quand on y repense? Non, je pense pas. Enfin, après, je suivi le flow. Hein. Ouais, on a suivi le flow. Globalement, on a parlé, je pense, de quasi tout. Il y a des passages que j'ai skippés parce qu'on en avait déjà discuté. Ouais. L'arrivée du product management, chute des investissements, on en a parlé. On n'a pas refait de centrage sur app de voyage luxe, machin, mais on a fait plutôt pas mal de parallèles. Donc les deux y étaient. Priorité de construire le produit comme le Parisien. Faire du produit à l'ère des réseaux sociaux. Responsabilité. On a moins parlé effectivement du fait que tu étais arrivé chez Accor pour bosser Gabriel. Bon, je l'ai dit un peu. Tu l'as dit, mais on n'est pas resté dessus, mais c'est pas très grave. Ouais.
Les enjeux sur le Parisien, on les a. Ah, un seul projet marquant dans ta carrière. Tiens, on n'a pas parlé. Ouais. Tu veux? Allez. Du coup, effectivement, on se parle de plein de sujets qui sont des sujets structurants et qui ont fait ta carrière et qui ont créé le Guillaume Bans d'aujourd'hui. Si tu dois conserver un projet marquant dans ta carrière, tu penserais auquel et pourquoi? Le plus marquant en termes de projet one-shot, je pense que c'est la refonte de l'e-commerce de Galeries Lafayette. Ok. Parce que par exemple, feuille blanche, on fait... Le 0-1. On fait tout. Casse-tout, on refait tout. Ça, c'est cool. Avec les moyens. Mais je pense que l'expérience la plus impactante, c'est chez Prisma Media. Ok. Et de suivre et de participer sur la transfo numérique d'un groupe média avec 15 marques, c'était top, quoi. C'est de structurer, de spécialiser les équipes, de refondre. Enfin, c'est une équipe on était, je pense, moins de 10 quand je suis arrivé, et une trentaine quand je suis parti. Et il a fallu structurer, organiser, créer un back-office commun, créer une équipe pub commune, et d'avoir à la fois des squads spécialisés et des squads par marque ou par pôle de marque, et de vivre cette transfo-là de l'intérieur en étant un des acteurs principaux de ça, ça a été top. Ok. C'était quoi? C'était une question de satisfaction perso sur ton job et ton évolution en tant que personne, ou c'était sur quoi? Sur la stature, l'ego? C'était quoi? Enfin, c'est quoi le truc, tu vois, qui tu ressens, qui te fait te dire j'ai trop kiffé cette expérience? C'était un tout. C'était de se dire, en fait, je vais développer des marques très différentes. Donc, du Voici, dont je parlais, Télé Loisirs, Géo, Capital, Harvard Business Review, Business Insider. À l'époque, on avait Business Insider France, Femme Actuelle, Cuisine Actuelle. Et donc, du coup, des topics complètement différents. des problématiques très différentes. Et de te dire comment je réponds à ça sur le digital, comment je me structure, je m'organise, j'organise l'équipe dans un truc en croissance. Donc, c'était en perpétuelle restructuration et optimisation de tout ça. Et je suis resté longtemps. Donc, tu vois l'impact. Je suis resté 7 ans chez Prisma. Donc, tu vois l'impact sur le long terme. Et puis, tu vois les gens grandir. C'est ce dont on parlait avant. C'est d'avoir aussi développé des gens dans l'équipe. Et puis, moi, me développer avec eux. C'est-à-dire que je pense que je me suis autant nourri d'eux qu'ils se sont nourris. Enfin, j'espère qu'ils se sont nourris de moi. Et je pense que c'est tout ça qui fait que c'est une satisfaction au global. Et puis, les gens aussi, parce que je suis resté proche aussi de certains et de certaines. Et du coup, c'est une partie de ma vie, quoi. Très clairement. Très clair. Épisode marquant de ta vie. Si tu devais garder un apprentissage ou un deuxième ou des sujets qui, avec du recul, te disent « Ok, c'est ça qui m'a permis de grandir », au-delà des expériences, ce serait quoi? Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un coaching perso quand j'étais chez Prisma. Sympa. Un coach, une coach qui m'a accompagné pendant plusieurs mois. Et qui accompagnait sur la perso ou sur le job? Sur moi. C'était pour moi. Ok. Et en fait, j'étais un peu mitigé quand ça a commencé, cet accompagnement. Enfin, avant la première séance, à la fin de la première séance, j'étais convaincu que ça allait être très positif. En fait, ce que ça m'a appris, c'est la manière dont moi, j'ai un impact dans une interaction. Ok. C'est-à-dire que j'avais des frustrations sur des relations, des interactions. Et en fait, j'analysais très peu ma propre contribution à cette situation. Ok. Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui te permet de prendre de la hauteur sur toi, quel est ton état émotionnel dans cette situation, comment tu contribues au fait que ça se passe pas bien, et en fait ça m'a ouvert les yeux sur moi, le rôle que j'avais dans les interactions, et que ce soit avec des stakeholders, mon manager, mon équipe et tout. Et en fait, depuis, je suis beaucoup plus attentif à ça. Alors qu'avant, avant, je pense que j'attendais que ça réagisse en face, et j'avais pas conscience
de ce que tu pouvais que induire moi, chez les autres. que moi j'avais un vrai. Enfin, c'est un échange, donc on est deux. Ouais, comme Et- un jeu vidéo, tu te voyais à la troisième personne et tu pouvais analyser tes comportements, quoi. Ouais, et du coup, agir dessus. Ok. Et je pense que ça c'est un truc c'était un vrai déclic pour moi dans ma carrière. C'est que de un, ça m'a aidé à mettre des mots sur mes émotions. Et du coup, des fois, je réagissais mal avec. Voilà, je réagissais avec mes émotions. En humain. Et du coup, ça m'a permis d'ajuster. Ok. D'ajuster le tir. Et ça m'a permis aussi d'aller voir quels étaient mes drivers à moi. Et donc, pour savoir, du coup, pareil, analyser qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, avec qui, quand, pourquoi, est-ce que j'ai envie de monter à tout prix tout en haut, pas forcément, est-ce que, enfin, et, euh, et je pense que du coup, un coaching comme ça, enfin, je conseille à tout le monde d'en faire, quoi. Ben, merci beaucoup, Guillaume. C'était très chouette de te recevoir aujourd'hui. On a pu parler de plein de trucs. Je pense qu'on peut encore parler pendant des heures. Ouais. Mais malheureusement, le timing est imparti pour aller naturellement à l'essentiel. Pour ceux qui veulent nous suivre, écouter le podcast, naturellement, tout sera dispo sur les plateformes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer, et enregistrer ces beaux moments d'échange qui font peut-être qui vont peut-être beaucoup vous aider sur vos moments de réflexion et vos moments de doute produit s'il y en a. À bientôt.